Gérer le transport collectif, les sociétés de transport, c'est pas une mission de l'État. Alors, je pense que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère. Il n'y a pas de vision de la mobilité durable, il n'y a pas de vision. Les transports, pour elle, c'est de développer des routes. Bien ça, on revient au temps d'une paix de Joseph Arthur. Je comprends, par contre, que les maires voudraient avoir plus d'argent du gouvernement du Québec. Je ne tombe pas sur le derrière, là. Ça fait assez longtemps que je suis en politique pour savoir, les maires, c'est toujours plus facile de quêter à Québec que d'augmenter ou de faire le ménage dans leurs dépenses. Un échantillon des échanges la semaine dernière suite aux demandes des municipalités qui réclament un financement additionnel de la province pour leur réseau de transport en commun. Des tensions évidentes qui augurent des discussions bien difficiles entre les deux paliers. Quelle sera la suite des choses? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel Séauger est analyste politique à la presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alec, bon, grosse quand même. Le ton a monté. Qu'est-ce qu'on fait de ce... Qu'est-ce qu'on comprend de ce ton plus sec de part et d'autre? Là? Parce que si on voulait jaser, c'est pas de bon augure. Bien, on comprend que personne ne veut porter l'odieux, soit de compresser dans les services de transport collectif ou alors d'envoyer une facture aux automobilistes ou alors d'augmenter la taxe foncière. Là. Personne n'a envie vraiment d'annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, on cherche une manière que ce soit l'autre, dans le cas des villes, que ce soit Québec, dans le cas de Québec, que ce soit les villes, qui portent une partie de cette facture-là. Et là, on est dans ce brassage-là. Le problème, c'est que on est devant un problème structurel qui a commencé à la pandémie, étant donné évidemment la baisse d'achalandage, mais qui va durer dans le temps parce que le télétravail étant ce qu'il est. Les coûts également d'entretien d'actifs, le coût des salaires, le coût évidemment de la construction de nouvelles infrastructures, tout ça a beaucoup augmenté. Donc, on va avoir un déficit récurrent. Il faudrait revoir tout le modèle de financement. Comment on s'assure que d'année en année, on ne revive pas cette crise-là? Mais le gouvernement s'appuie sur ces audits qu'il a commandés à des firmes comptables qui font le tour des sociétés de transport pour voir où on peut économiser. Mais on attend seulement ces résultats-là en septembre ou en octobre. Ça, c'est à la veille du dépôt des budgets des municipalités. C'est beaucoup trop tard pour revoir le financement, réfléchir à une nouvelle structure. Et c'est là le problème, c'est qu'on va se retrouver dans le même psychodrame probablement que l'an dernier, à éponger à la dernière minute une facture et on n'aura pas, sur le fond, réglé les problèmes parce que les audits vont arriver très tard. Et donc, c'est malheureux, mais je ne pense pas qu'on soit à la veille de trouver une solution permanente à ce problème-là. Ouais. Michel, qu'est-ce que ça vous dit, vous? Le ton de Mme Guilbeault, là, on a entendu la référence à chacun sa fougère, puis Monsieur Legault qui dit, ben là, c'est facile de venir chercher de l'argent. C'est un drôle de ton, il me semble, de la part de la province. Là. Des fois, les maires sont des partenaires, on les aime donc, puis d'autres fois, c'est des quêteux, puis on ne veut pas les voir. Ça, c'est l'attitude de tous les gouvernements provinciaux qui sont passés. Il n'y a pas de gros changements avec ça. La question principale là-dedans, c'est, et Alec y a fait allusion, c'est que le paradigme va changer. C'est-à-dire que toute la structure de financement n'a plus de sens à cause du télétravail, à cause des coûts additionnels, à cause aussi de choses qu'on prévoyait pas. Là. Promenez-vous dans le métro de Montréal aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu d'insécurité, il y a un enjeu d'itinérance dans le métro, tout ça. Ça, pour une petite entreprise comme la STM, c'est pas une grosse entreprise, là. C'est des coûts supplémentaires énormes. Et pour la ville, la question du télétravail, entre autres, c'est des coûts supplémentaires énormes. Alors, c'est bien beau de dire, ils viennent quêter, puis ils font ça chaque année, puis on est habitué. Mais là, il y a eu un changement. Le télétravail va pas s'en aller. Maintenant, on le sait, là, c'est là pour rester comme phénomène. L'itinérance n'est pas en train de se régler au Québec. On le voit partout. Alors, ça touche le transport en commun, ça touche les sociétés de transport. Quelque part, il faut prendre en considération ces nouvelles réalités-là. Chantal, sur la voie de passage potentielle, ça nous amène nous, tout ça? Comme je ne suis pas une spécialiste en transport, je vais simplement noter, et là, je ne m'attacherai même pas à « gère ta fougère », une expression que je croyais réservée aux maternelles et aux cours d'école, d'ailleurs. Je remarque que François Legault est en train de faire le vide autour de lui dans le sens où ses relations sont maintenant toxiques avec les deux ordres de gouvernement avec lesquels son gouvernement interagit. Le gouvernement de Justin Trudeau, et d'ailleurs, si Justin Trudeau parlait des provinces comme de quêteuses, la première personne qui monterait aux barricades pour l'honneur du Québec, ce serait François Legault, et les municipalités, l'autre ordre de gouvernement.
Et avec sa déclaration de premier ministre, qui, paraît-il, sort moins souvent, là, c'est probablement une bonne chose dans les circonstances, a réussi à étendre le différend, non seulement avec Montréal et Québec, mais avec l'ensemble des plus grandes municipalités. Alors, quelque part, il va falloir, à un moment donné, que ce gouvernement-là se pose des questions, surtout vu sa position dans les sondages, sur l'état de ses relations avec des gouvernements à Ottawa et à Québec, et à Montréal, à Québec et ailleurs, qui ont des mandats, eux aussi, qui leur viennent des électeurs. Michel, justement, sur le... Là, Chantal y faisait allusion. Il y a les sondages qui n'étaient pas encore très reluisants pour M. Legault la semaine dernière. Il y a toute la réalité fiscale du budget que M. Girard nous a présenté il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui est derrière la réponse qu'on a entendue cette semaine? Est-ce que c'est la panique générée par le résultat dans les sondages? Est-ce que c'est la réalité fiscale? Je pense que c'est un peu des deux, mais beaucoup de la panique qui est suscitée par les sondages. On voit la CAQ retourner à son électorat de base. Les banlieues contre les grandes villes, les automobilistes contre les utilisateurs du transport en commun. C'est pas exactement les gens qui ont fait le plus pour le transport en commun, la CAQ, là. Ils disent qu'on a donné beaucoup d'argent. Oui, c'était pendant la pandémie, alors que c'était absolument nécessaire. Ils l'ont fait en santé aussi, ils l'ont fait dans d'autres domaines. C'était la pandémie, là. Il y avait une crise. Mais de façon générale, c'est pas un gouvernement qui croit beaucoup au transport collectif. Et cette semaine, Mme Guilbeault, elle avait l'air, le vieux terme, la ministre de la Voirie. C'est ça qu'elle avait l'air, plutôt que d'une ministre des Transports et du transport collectif et du transport durable. Alex, vous avez réagi? Bien, c'est que j'ai reçu beaucoup de courriels, moi, cette semaine à mon émission, parce qu'on a vraiment couvert cet enjeu-là de gens qui venaient de beaucoup d'endroits au Québec où il n'y a pas de transport en commun. Et c'est une réalité aussi, là. J'ai reçu des courriels de Rouyn-Noranda, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, de plusieurs banlieues également des grandes villes qui disent « Nous, on n'en profite pas du transport en commun. On n'a pas vraiment envie là, que vous mettiez 500 millions de dollars là-dedans de manière récurrente à chaque année parce qu'on n'en profite pas. » Alors, c'est clivant comme dossier. On a beau se dire pour les émissions de gaz à effet de serre, pour l'environnement, c'est bien d'avoir des réseaux de transport structurants. Il faut les mettre en place. Sur papier, en théorie, tout le monde est d'accord, jusqu'à temps qu'on décide qui doit payer pour cette partie-là. Alors, est-ce que Geneviève Guilbeault devrait s'attarder davantage à tout ça? Moi, je pense que oui. Mais d'un point de vue électoral, il y a bien des gens qui les écoutent et qui se disent « Tenez votre bout, il y a du gras là-dedans, les transports en commun. Il faut que vous ayez faire le ménage avant qu'on commence à mettre de l'argent. » Et je pense que c'est peut-être un peu à eux qu'on s'adressait cette semaine du côté du gouvernement Legault. Chantal, oui, mais attention, attention là, quand le gouvernement du Québec dit qu'il veut faire un troisième lien entre l'agriculture et la ville de Québec, la moitié du Québec qui vit dans la grande région de Montréal paie des impôts pour ça. Et quand on construit une route à Rouyn-Noranda, on s'en sert pas tous. Puis c'est bien correct de la construire ou de l'aménager. Alors, il faut aussi arrêter de penser que Rouyn-Noranda paye pour Montréal, alors que Montréal paye aussi pour beaucoup de Rouyn-Noranda. Je pensais justement à l'exemple du troisième lien que les gens de cette île n'utiliseront vraisemblablement pas. Ils vont payer pour un peu quand même si jamais ça se concrétise. Bon, alors, on a parlé des sondages. Il y a eu des sondages au Québec. Il y a eu d'autres sondages à Ottawa qui montrent essentiellement ou qui confirment deux choses. L'aiguille des sondages n'a pas bougé beaucoup, malgré un mois d'annonce pré-budgétaire, post-budgétaire, budgétaire. Les libéraux sont à peu près là où ils étaient, puis l'écart demeure le même entre les conservateurs et M. Trudeau. Et une vaste majorité de Canadiens ne sont pas particulièrement impressionnés par le budget de Mme Freeland. Comment est-ce qu'on analyse ces réactions-là, Michel? C'est pas ce que M. Trudeau souhaitait voir cette semaine, j'en suis pas mal persuadé. Oui, c'est certainement pas ce qu'il voulait voir. Mais l'usure du pouvoir est telle, dans le cas de M. Trudeau, que tout le beau striptease qu'on a eu depuis quelques semaines de nous annoncer le budget à l'avance et vous aurez de l'argent pour le logement, vous en aurez pour ci, en pensant qu'on allait mettre M. Poilievre au défi en disant maintenant les électeurs vont lui demander allez-vous faire ce que les libéraux veulent faire en logement, par exemple. C'est pas ça qui est en train d'arriver. Alors ça, c'est le signe que la fenêtre de départ maintenant est ouverte pour M. Trudeau. Les sondages vont pas remonter de sitôt et il y a une élection qui est inévitable. Donc, si les libéraux veulent changer de chef, ce sera rapidement. Et rapidement, ça veut dire un départ pour M. Trudeau après l'ajournement de la Chambre ou d'ici le 15 juillet, mettons, là, mais pas beaucoup plus tard que ça. Non. Chantal, ce scénario-là, on l'évoque, on ferme la porte dessus, on le réouvre un peu. Est-ce qu'on est retourné là? Les carottes sont pas cuites, mais elles sont pas mal plus
pas mal plus prête qu'elle ne l'était avant pour M. Trudeau? On ne peut pas manger les carottes à moins que le cuisinier accepte de les mettre sur la table, c'est-à-dire Justin Trudeau, il n'y a pas de mouvement pour le pousser. Ouais. Sauf que l'idée qu'il devrait partir et que ce serait mieux qu'il ne mène pas le parti dans la prochaine campagne électorale a gagné du terrain après avoir vu tout l'effort budgétaire et le budget et zéro mouvement réel dans les intentions de vote. C'est pire, en fait, parce que la majorité, une vaste majorité de Canadiens disent ce qu'on a annoncé sur le logement, là, c'est bon. Mm-hmm. Mais en même temps, ils disent mais on ne va pas voter pour Justin Trudeau, on ne va pas voter pour les libéraux. Et assez sagement, d'ailleurs, le Parti conservateur n'a pas choisi de tirer à boulet rouge sur la portion logement du budget ou même sur des changements de taxes sur les gains en capitaux, parce qu'ils ont décidé qu'ils n'avaient pas besoin d'aller faire une bataille là-dessus. Il y a des grands pans des annonces de logement qui sont dans le programme de Pierre Poilievre de toute façon. Mais si vous si vous aviez parlé à des libéraux il y a 3 semaines, ils auraient dit enfin une stratégie qui montre qu'on est en vie. Si vous parlez aux libéraux cette semaine, ils ont tendance à dire qu'on a brûlé la cartouche d'un remaniement ministériel, de l'annonce sur le chauffage au mazout à l'automne et maintenant d'un budget, et que rien de tout ça a fonctionné pour Justin Trudeau et que donc la conclusion, si les gens aiment le contenu, ils n'aiment pas celui qu'il présente, la connexion de M. Trudeau avec l'auditoire dont il a besoin, dans l'esprit de plusieurs, on vient de faire la preuve qu'elle est plus ou moins rompue. C'est une question, Alex, c'est une question de personnalité. C'est vraiment là c'est le chef, c'est M. Trudeau qui passe pas, puis c'est ça qui est en train de devenir le problème? Bien, il y a une usure du pouvoir généralisée. Je ne peux pas vous dire que c'est Justin Trudeau en particulier. Il a quand même toujours été une personnalité assez polarisante au Canada, mais je ne peux pas dire qu'il y a bien de ses ministres qui sont particulièrement mieux vus et qui, soudainement, seraient mieux probablement à la tête des libéraux en termes d'efficacité. C'est clair, on a appris cette semaine par le Globe and Mail là, que les stratèges étaient donnés jusqu'au mois de juillet pour redresser l'écart de 5 points de pourcentage avec les conservateurs dans les sondages. Est-ce qu'ils vont y arriver? Moi, je commence à penser que tout ce qu'ils vont faire n'a plus vraiment d'importance. Le lien dont parle Chantal entre l'électorat et Justin Trudeau fait en sorte qu'ils pourraient annoncer à peu près la lune puis les gens ne les croiraient pas. Qu'est-ce qui pourrait améliorer le sort de Justin Trudeau? Des baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada, peut-être l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, que l'économie performe mieux que prévu. C'est 3 facteurs qu'il ne contrôle pas et qu'on ne peut pas dire ça va arriver avant le 1er juillet. On ne le sait pas et on ne sait pas quel effet ça aurait sur l'électorat non plus. Donc, là, il commence à manquer de poignée puis de levier pour Justin Trudeau pour inverser cette tendance-là. Il peut prier. Et je ne suis pas certain que nécessairement ça va être très utile. Oui. Chantal? L'oratoire n'est pas loin. Non, mais ce qui s'est passé aussi depuis 2 semaines, et on ne peut pas l'ignorer, là, c'est que la campagne, on se prépare au cas où, est devenue de plus en plus une vraie campagne. Il y avait la semaine dernière Dominique Leblanc, dont le nom est apparu. On en parlait depuis longtemps, mais là, il n'y a pas nié là, qui était intéressé. Et là, on a eu Mark Carney qui semble être sur une tournée de discours et qui a parlé à peu près tout ce qui est le gratin du Parti libéral à Toronto, au Canada 2020, lundi soir. Ce discours-là a été vu à peu près partout comme un manifeste en vue d'une course au leadership. Oui, on mettait sur la table des politiques ou des orientations qui ressemblaient à une direction qu'on voulait donner à un parti. Michel, vous lisez quoi, vous, là-dedans? D'abord, Dominique Leblanc, c'était quelque chose dont on parlait beaucoup, mais j'ai de la misère à croire que quelqu'un qui est l'ami d'enfance de Justin Trudeau fait ces préparatifs-là en ne sachant pas ce que M. Trudeau veut faire. Je pense qu'il est bien possible qu'il se soit parlé. Deuxièmement, M. Carney, Chantal a raison, ça a l'air d'un début de campagne électorale. Le principal adversaire de M. Carney là-dedans, c'est encore Michael Ignatieff. C'est la crainte que quelqu'un qui n'a pas fait de politique avant, finalement, malgré le beau CV qu'il puisse avoir, soit pas quelqu'un qui, quand l'autobus de campagne part, là, est capable de livrer. Mais cela dit, est-ce qu'il y aura tant de candidats que ça au leadership? Parce que ça on n'est pas encore rendu là. Bon. Et évidemment, la décision revient encore à M. Trudeau. C'est lui qui va devoir déterminer. Oui, Chantal? Et avant que M. Trudeau s'assoie pour réfléchir à son avenir, il va falloir mettre un X dans la case qui dit « le budget passe ». Ah, on n'est pas rendu là. Non, effectivement. Elle n'est pas cochée, là, cette case-là. En principe, tout le monde s'attend à ce qu'elle le soit, mais le NPD n'a pas dit « on va voter pour le budget ».
Bon. Et si M. Trudeau voulait partir, il faudrait quand même qu'il s'assure que son budget passe, parce qu'autrement, il va l'avoir, sa dernière campagne comme chef, ou en tout cas sa 4e. Bon. Statu quo, un budget qui passe pas en campagne électorale ou une course au leadership. Il y a 3 options devant nous. On verra ce que ça donne. C'est intéressant. Alex, Chantal, Michel, merci. Bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir.